Bonjour, bienvenue dans un cycle de conférences-discussions qui a pour titre et thème Créer avec la théorie. Cette activité est rendue possible grâce au soutien et à l'assistance du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC. Je suis Gabrielle Tremblay, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM en théorie et pratique scénaristique. C'est dans le cadre du cours adaptation cinématographique et du certificat en scénarisation que je donne cet hiver cette session à l'UQAM, que je programme ce cycle de conférences et d'échanges en collaboration avec Benoît Jaudoin. Benoît Jaudoin est doctorant en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est membre étudiant du Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL, EHESS-UQAM. La thèse de Benoît porte sur les mises en forme de la théorie dans l'art contemporain à partir de l'art relationnel, de l'installation archive et de la performance. Dans ses travaux, il s'intéresse également aux lectures des artistes, à la présence du langage dans l'art, au rapport entre art et savoir, à la recherche-création et aux pratiques paracuratoriales. Au total, 3 conférences-discussions sont programmées cette session et seront diffusées respectivement à compter du 22 mars, du 29 mars et du 5 avril 2021 via la médiathèque du CRILC. Lors de la première conférence-discussion la semaine dernière, Benoît et moi, nous nous sommes entretenus avec la conseillère dramaturgique Julie-Michel Morin. Cette semaine, nous échangerons avec l'artiste visuel Marie-Samuelle Levasseur et la semaine prochaine avec l'auteur Nicolas Dawson. C'est volontairement que j'ai choisi de faire intervenir dans mon cours des conférenciers en provenance de différents horizons artistiques, sans lien apparent avec la scénarisation, avec comme souhait de permettre aux étudiants et aux étudiantes qui suivent mon cours cette session, ainsi qu'à tous ceux et celles qui visionneraient éventuellement les conférences discussions enregistrées, donc de vous permettre d'approfondir sa propre réflexion quant au lien possible entre la théorie et la création, en sachant s'inspirer de ce qui advient dans d'autres disciplines et à partir des exemples qu'incarnent les différentes conférencières et conférenciers invités, chercher à observer ce qui peut être transféré, voire adapté à sa propre pratique personnelle d'écriture et de création. À présent, quelques mots au sujet de notre interlocutrice du jour, à Benoît et moi, Marie-Samuelle Levasseur, pardon. Marie-Samuelle Levasseur, son nom mérite d'être bien dit. Artiste engagée et impliquée dans la communauté, Marie-Samuelle Levasseur poursuit une pratique artistique pluridisciplinaire en vidéo, son, installation, dessin, art web, micro-édition et micro-action. Marie-Samuelle Levasseur complète présentement une maîtrise en art visuel et médiatique à l'Université du Québec à Montréal, où elle élabore une méthodologie du bavardage comme entrave à l'indicible et comme outil de résistance et de résilience. Elle a effectué une résidence de recherche en création à Art Mandat, à Barjol en France, en 2016 pour son projet d'art web plateforme et a récemment participé à un stage de création à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers-Angoulême. Sa vidéo pièce a été présentée au Festival Québec Cinéma, rendez-vous du cinéma québécois, et a été distribuée par le GIV, le GIV. Elle est membre du CA du Centre Eastern Bloc. Tout de suite après mon petit mot d'introduction, vous verrez une courte vidéo en fait qui a été produite par La Centrale en 2020 et dans laquelle Marie-Samuelle Levasseur présente son travail. Durant la conférence discussion d'aujourd'hui, Marie reviendra sur certains éléments et projets qui sont présentés sinon évoqués dans cette courte vidéo. Je m'arrête ici pour l'instant et je vous souhaite un bon visionnement. Je suis Marie-Samuelle, artiste pluridisciplinaire. J'ai étudié ici à Montréal et en France en art visuel et en cinéma. Mes vidéos ont été distribuées et présentées dans des festivals, dans des expositions, mais aujourd'hui, j'ai une pratique qui est surtout axée sur la création collaborative. Mes projets se déclinent donc en vidéo, mais aussi en micro-édition, en action performative et en projet web. Moi, je qualifie ma pratique de bavardage. Je crois vraiment au pouvoir révélateur du bavardage, en fait, comme outil de résistance. J'aime multiplier les petites histoires et les gestes. Mes vidéos sont créées à partir d'archives et abordent des expériences marquantes, personnelles,
liées à la famille, à la maternité non conventionnelle, à la violence, à la maladie, au handicap et à l'enfance malheureuse. Mes travaux donc explorent tout un spectre d'expériences qui sont liées au trauma, mais toujours par le cachet, par la parole silencieuse. J'ai une approche autobiographique, donc inspirée de mon vécu, de mes expériences, et j'ai une approche bienveillante, féministe. Je m'intéresse à la question de l'indicible, mais j'essaie pas de le résorber. Parce que pour moi, l'indicible, c'est l'incapacité du langage à rendre compte des états affectifs forts qui relèvent souvent d'expériences traumatiques, mais c'est aussi toutes les choses dont on ne peut pas parler dans l'espace social. Moi, je fais du bavardage, mais aussi du bricolage dans mes vidéos. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main, les archives qui me restent ou ce qui m'entoure tous les jours. J'ai une pratique artistique qui est totalement ancrée dans le quotidien. Je suis très inspirée par mes expériences aussi comme mère d'une enfant en situation de handicap et par mes propres situations vécues depuis l'enfance. Par mes vidéos, j'explore la portée politique de l'expérience. Accompagner une enfant qui est en marge des dictats de la performance, puis me retrouver moi-même comme artiste hors des circuits dominants, mais ça me permet d'apprendre un peu tous les jours c'est quoi le bon soin, puis de me demander aussi qu'est-ce qu'une vie vécue pleinement, qu'est-ce qu'une pratique artistique enrichissante. Aujourd'hui, je peux dire que je suis artiste à tout moment, même si j'occupe un emploi alimentaire, que je m'occupe de ma fille, parce que je crée tous les jours, peu importe où je me trouve. Je filme, je projette des images partout, tout le temps. Je suis toujours en train de poser des gestes de création. En vidéo et en cinéma, je pense que le choix des images à monter et à montrer, ça repose aussi sur le bon soin, sur le petit geste, sur les gestes de réparation. Je pense que le bonheur que je partage en marge avec ma fille, ça me donne le courage de poursuivre une pratique de l'art dans la vie, tout en accueillant et même en chérissant l'échec, l'ambiguïté et la contradiction. Marie-Samuelle Levasseur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je te demanderais d'entrée de jeu, comme ça, de présenter un peu ton parcours et ta démarche. Oui, donc, comme tu l'as déjà un peu dit, moi, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc, j'ai des travaux. Mes travaux, en fait, ça se décline dans plusieurs médiums, là, c'est-à-dire en vidéo, en performance, en micro-édition, en œuvre web aussi, puis maintenant en expérience de co-création, de création collaborative. Est-ce que tu veux que je présente un petit peu visuellement Oui, quand je parle? Comme ça, vous allez avoir une idée un peu de... Donc, je vais partager mon écran. Euh, donc, c'est ça, moi, donc je qualifie ma pratique depuis à peu près 2 ans là, de bavardage, là, c'est-à-dire que j'explore la question du bavardage comme processus créatif, puis comme outil de résistance dans mon travail. Donc, je voulais vous montrer un peu des images ici. Je travaille beaucoup la micro-édition, donc je fais beaucoup de petits livres. Mais mon travail, une des premières parties de mon travail, en fait, dans les premières années, a été beaucoup la vidéo. Puis ça, j'en fais encore beaucoup. Vidéo à partir d'archives, installations vidéo. Donc, j'ai une approche qui est vraiment autobiographique, donc qui est inspirée de mon vécu, de mes expériences, qui aborde des thèmes aussi comme qui sont liés à la famille, à la maternité, maternité non conventionnelle, à la violence, au handicap, au complexe médical aussi, puis à l'enfance malheureuse. Donc, dans mon travail, que ce soit en photo, en livre, en vidéo ou en action aussi, l'expérience sont souvent liées donc, au trauma, mais par le cachet, par la parole silencieuse. Donc, je vous montre ici quelques images de travaux que j'ai développés qui sont vraiment des micro-actions, j'appelle. Donc, qui sont des actions qui sont complétées tous les jours, peu importe l'endroit. Euh, des actions comme ici à la maison, que ce soit projeter ou filmer des personnes de mon entourage, des actions comme ici un gâteau que j'ai fait faire, que j'ai apporté sur mon milieu de travail, que j'ai partagé avec des collègues, des actions collaboratives au quotidien aussi, qui sont pas nécessairement, qui sont ancrées dans le quotidien, dans les problèmes du quotidien aussi. Donc ici, c'est une maison de poupée qu'on a construite pour ma fille qui est dans une situation de handicap, qui a des enjeux cognitifs et de langage assez importants.
Donc, je vous montre un peu pour que vous plongiez un peu dans ma pratique, là. Mmh. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à la question donc de l'indicible, là, c'est-à-dire, l'indicible comme étant les choses, qu'on n'arrive pas à nommer à cause de la limite du langage, mais aussi, ce qui se dit pas, dans l'espace public et ça, c'est des exemples de livres, là, que je fais. Donc, les différents médiums dans ma pratique, c'est vraiment des vases communicants, là, au sens où, souvent les micro-actions que j'accomplis au quotidien, j'utilise la documentation de ces actions-là pour faire des livres. Souvent les livres vont être utilisés pour faire des vidéos. La co-création va être utilisée dans des espaces d'exposition, mais aussi pour la vidéo ou pour les livres. Donc tout est vraiment comme des vases communicants. Heu Mmh. donc, souvent, les livres aussi, je vais faire des éditions multiples pour qu'ils puissent être distribués gratuitement, que les gens puissent partir avec. Ça, c'était à POC Montréal. Ici, ça, c'est à la Nuit Blanche, donc des activités des stations aussi de création que, j'ai envie de dire que j'anime, là, mais c'est vraiment, on travaille vraiment ensemble là, à créer des petites choses avec le grand public. C'est ici, on pourra en reparler, mais c'est beaucoup d'actions aussi qui sont faites sur mon lieu de travail. Moi, je travaille au Musée d'art contemporain depuis une dizaine d'années maintenant. Puis, des actions qui sont faites en collaboration avec des collègues. C'est parfois un peu des actions qui sont cachées. Donc, ici, on voit mon collègue du ménage avec qui je fais parfois des petites actions cachées. Les collègues ici qui mangent le fameux gâteau. Donc, je montre aussi, c'est souvent, il y a des petits autocollants que je vais laisser à des endroits ou des livres que je vais cacher. Ça m'est arrivé de retrouver chez des personnes ou à la bibliothèque ou des œuvres que j'avais disséminées ailleurs. Ça, c'est comme le plus grand bonheur de ne pas savoir qui va trouver mes œuvres, ben, mes œuvres, mes petits travaux, mes petits papiers, mes petits mots. Euh, Donc ta pratique artistique, vraiment, elle trouve sa place en galerie, mais elle trouve vraiment aussi sa place, partout, que ça soit dans l'espace public, dans des moments de rencontre que tu as avec soit tes collègues ou d'autres personnes qui t'entourent. Puis même, peut-être tu peux nous parler un peu de ton rapport la pratique artistique comme vraiment incluse puis imbriquée dans ta vie personnelle même. Ouais, ben, c'est devenu vraiment une nécessité pour moi, là, parce que justement, quand je suis retournée aux études, j'ai fait une pause de 9 ans là, entre mon bac en art, j'ai étudié en art au bac, et la maîtrise que j'ai commencé en 2017. Là. Euh, mais entre les deux, c'était un problème. Les différentes sphères de ma vie étaient séparées, puis c'était problématique parce que j'arrivais plus à travailler parce que ben, j'ai des emplois alimentaires, l'emploi au musée, d'autres emplois parfois. Aussi, être devenue la mère d'une enfant en situation de handicap qui requiert beaucoup de rendez-vous dans les hôpitaux, beaucoup de rendez-vous en réadaptation. C'est comme si je me posais toujours en situation d'échec comme artiste. T'sais. Puis à la maîtrise, c'est un peu une des raisons pourquoi j'ai fait la maîtrise. Au début, c'était pour me dire, je veux euh, remettre à l'avant-plan ma pratique, je veux retrouver le temps, tu sais. Mais je savais en même temps que le temps allait pas, j'allais pas avoir plus de temps pour créer, mais c'était de changer la façon dont je percevais mon travail, puis où il se situait, tu sais. Puis ça c'est ce qui m'a aidé le plus à la maîtrise, c'est de réussir à dire, OK, la vérité, c'est que j'aurai jamais plus de temps. Donc, il faudrait que tout le temps, je puisse être artiste. C'est la solution. Donc, ça a été d'avoir un travail qui est un peu art et vie confondus. Pour moi, ça a été la solution à beaucoup de problèmes. J'imagine. Mm. Ben, tu viens d'effleurer le sujet. Tu as choisi dans ton parcours de quitter l'université pendant plusieurs années pour ensuite y revenir en t'inscrivant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce choix-là, mais aussi peut-être de la différence pour toi entre créer à l'université puis créer dans un contexte professionnel? Ouais. Ben, c'est sûr que la première chose qui me vient à l'esprit, puis c'est aussi pour ça que je voulais retourner à la maîtrise, c'est retourner à l'école, à l'université, le contexte où on a le droit de prendre des risques, beaucoup plus.
avoir le droit de se tromper parce que pendant je dirais les 9 années où j'étais plus artiste professionnelle dans un, tu sais, euh, j'avais la peur de me tromper beaucoup plus. Puis, on attendait beaucoup plus de moi à ce que je montre ce que j'ai trouvé, tu sais, que je montre un résultat, un objet, alors que je savais qu'en allant à l'université, là, tu sais, on allait parler de chercher, tu sais. Montrer ce que je cherche. Puis je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour les artistes. Là. Ben, je parle pour moi, mais je le vois avec mes collègues aussi, que ça enlève beaucoup de pression de dire, là, on regarde ce qu'on est en train de faire. Tu sais, il y a un côté aussi métacognitif là, à aller à l'université, là, dans le sens où c'est comme si on prenait un recul, là, puis qu'on regardait comment on travaille. Puis ça pose la question aussi, dans quel contexte je travaille bien, tu sais? Alors que quand j'étais entre les deux, un peu professionnelle, ce n'est pas des questions auxquelles j'avais le temps de me poser parce que j'avais l'impression que je devais produire, que je devais. Euh, puis aussi, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, ça élargit le cercle, parce que des fois, on est un petit peu pris, toujours en conversation avec nous-mêmes, avec les 3-4 autres personnes à l'atelier ou avec. Puis il y a des nœuds qu'on n'arrive pas à dénouer tout seul, là, tu sais. Puis ça, l'université, moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis, aspect non négligeable aussi pour nous, les artistes, c'est le côté technique. Là. Donc, quand on arrive à l'université, là, on ne réalise pas là, à quel point avoir tous les ateliers physiquement, avec techniciens, avec auxiliaires, c'est des choses que dans le contexte professionnel coûteraient des milliers de dollars. Moi, chaque année, je choisissais un centre d'artistes auquel je m'abonnais en me disant, bon, là, je vais avoir besoin de ce type d'espace-là ou de matériaux ou de techniciens. Donc, ça, c'est clair que le milieu universitaire offre beaucoup dans ce contexte-là. Là. Par rapport à la recherche, moi, je suis super intéressée par la manière dont tu définis cette recherche-là. Qu'est-ce que ça inclut, surtout à partir de ton travail où justement tu interagis tellement avec une très, très grande proximité dans ta vie puis dans celle des autres. Qu'est-ce que ça veut dire la recherche dans ce sens-là? Puis aussi, qu'est-ce que l'expérience de créer à l'université a permis de prolonger ou comment ça a permis d'enrichir ou de pluraliser ce que ça voulait dire comme recherche dans ta démarche artistique? Ben, c'est comme si, je vais parler pour moi, mais je pense que je suis pas la seule, là, mais moi, personnellement, c'est comme si c'est comme si je me prenais toujours dans le même petit appartement, là, puis qu'au fur et à mesure que les années passaient à la maîtrise ou que ma pensée évoluait, j'ai l'impression que l'appartement s'agrandissait, là, que ça agrandissait aussi mes champs de possibilités comme artiste. T'sais. Puis la recherche, moi, je la fais vraiment, puis c'est pour ça que j'aimais aussi le titre là, de notre rencontre d'aujourd'hui, là, comme créer avec, là, et non pas parce que c'est un problème que j'avais, je pense, avant de vouloir écrire ou chercher sur ma pratique ou sur mon travail plutôt qu'avec. T'sais. Puis là, ça a été comme une espèce de tournant un peu dans les dernières années où je vois que comme la théorie, soit celle ce que je lis ou ce que j'écris, éclaire beaucoup mon travail. Puis l'un pose toujours des questions à l'autre. Dans le travail, il y a des questions qui émergent. Là, je vais chercher des réponses dans les textes ou dans les choses que je lis. Puis là, il va y avoir d'autres questions dans ce que je lis que je vais trouver les réponses dans mon travail pratique. Fait que dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment excitant, là, la recherche. C'est quelque chose de... je pense à Bell Hooks, là, qui est comme une auteure, qui dit souvent que la théorie, ça peut être quelque chose qui libère, si on veut, qui peut être libérateur, mais qu'il faut poser les vraies questions. Pourquoi on veut? pourquoi un artiste veut aller à l'université? C'est une question à se poser. Moi, j'avais des grandes questions. J'ai toujours les mêmes grandes questions de qu'est-ce que c'est une vie qui est pleinement vécue ou une pratique artistique qui est vraiment enrichissante pour moi? Qu'est-ce qui va faire que... Puis, il faut se poser la question parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas à l'université, qui sont artistes, qui sont soit autodidactes, qui ont appris avec un mentor, qui ont appris dans des communautés avec des aînés, tout ça, puis qui ont leur place dans le monde. Ces personnes-là
vont pas à l'université, puis qui ressentent pas le besoin, puis c'est OK. Mais pourquoi quelqu'un va à l'université? Parce qu'on a l'impression que dans le champ dans lequel on veut opérer, il nous manque soit des compétences ou il nous manque des outils. Ou moi, j'avais ce sentiment-là qu'il me manquait des outils pour parvenir à aller dans les lieux où je voulais aller. Excuse-moi, Benoît, je me demandais, est-ce que, je ne veux pas te mettre on the spot, hein, Marie, mais sur cette idée de résonance et d'éclairage mutuel, je me demandais si tu avais en tête un ou deux exemples de questions ou de thèmes comme ça que, à travers ta recherche, tes lectures et ta pratique, tu as trouvé ce jeu Ouais. d'éclairage mutuel. J'en ai quelques-uns là, qui me viennent en tête. Entre autres, ben, c'est ça. C'est comme des grandes découvertes. C'est important quand tu trouves un auteur ou quand tu trouves une espèce de théorie qui résonne avec ton travail. Là. Pour moi, c'est comme des grands moments. T'sais. Et entre autres, quand j'ai découvert Eva Feder-Kitté, la philosophe, qui a travaillé, elle, c'est une philosophe américaine qui a travaillé parce qu'elle a une enfant en situation de handicap, assez lourdement handicapée. Puis, ça a un peu comme tout chamboulé dans sa façon d'être chercheuse ou d'être philosophe sur mais comment je peux avoir une vision de ce qu'est une vie riche en ayant une enfant qui est la personne que j'aime le plus au monde, mais qui ne répond pas à ces critères-là. T'sais. Puis moi, j'ai eu beaucoup cette espèce de dualité-là c'est important pour moi d'être... J'avais une vision un peu productive là, comme artiste, puis aussi je voulais... la théorie, c'était quand même quelque chose que je trouvais intéressant, puis la notion de l'intelligence, c'était une valeur importante pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens mère d'un enfant qui est la personne la plus extraordinaire parce que c'est ton enfant? Tu ne peux pas la mépriser parce qu'elle n'a pas de capacité cognitive comme toi ou parce que... Donc, quand j'ai lu Eva Feder-Kitté, ça a enlevé... Ça a ouvert la porte à OK, c'est pas des pensées qui sont... Je me sentais coupable de certaines pensées comme ça, tu sais. Puis même dans mon travail de création, il y a des choses que je n'abordais pas parce que je me sentais coupable avec cette dualité-là. Donc ça, c'est un exemple d'auteur que j'ai lu, que j'ai relu, puis que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Sinon, il y a une question aussi que je me posais souvent avant la maîtrise, encore une fois avec un mélange de, pas de culpabilité, mais de voyons pourquoi j'arrive pas à créer des œuvres, des grandes œuvres. Tu sais, une œuvre là, sur plusieurs semaines, des gros projets. Je me sentais mal de ça parce que je me disais, voyons, je fais juste des petites affaires. Toujours, après une semaine, je suis tannée, je fais autre chose. Je fais juste butiner, je suis pas sérieuse, je n'arrive pas à bâtir des grandes œuvres. Tu sais. Puis à partir du moment où j'ai un petit peu délaissé l'espèce de sentiment encore de culpabilité de voyons, je ne suis pas à la hauteur, ou je sais pas. J'ai commencé à faire des recherches sur. Mes recherches ont commencé par comme incapacité à créer ou incapacité à maintenir. Puis là, ça s'est comme transformé en OK, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais des petites choses. Donc, faire des petites choses. Puis, de fil en aiguille, dans mes recherches, là, je suis tombée sur ce qui est petites histoires, petits récits. Puis ça m'a mené à toutes des documentations, des textes, des études en travail social qui ont été faites sur le micro-récit, le petit récit et la multiplicité. T'sais. Et là, on avance, on touche, on dit « Ah oui, ces mots-là, ça me convient, c'est vraiment ça. » Puis, tomber sur des articles qui, quand on parle de micro-récits, parce que c'est ça que je fais, des petites histoires, bien là, les textes en travail social, c'est beaucoup autour de l'expression du trauma, comment des personnes qui ont vécu des expériences traumatiques peuvent utiliser le micro-récit pour mieux expliquer ce qu'ils ont vécu, parce que ça fait plus écho à la façon dont leur mémoire fonctionne aussi, les adolescents, les enfants qui ont vécu des choses difficiles. Puis c'est comme si tout est dans tout, parce que là, je dis, ah, mais c'est tous les thèmes que moi j'aborde dans ma pratique. Fait que ça ne vient pas de nulle part si je suis à l'aise dans les petites histoires pour le raconter. T'sais. Mais tout ce cheminement-là aurait pu ne jamais se faire. J'aurais pu rester dans mon atelier toute seule à dire, j'y arrive pas, j'arrive pas à faire des grandes choses. T'sais. Donc, c'est tout le cheminement dans la recherche de qu'est-ce que c'est une petite histoire, puis pourquoi j'utilise ça, d'avoir pris le recul qui m'a amené à, c'est une arborescence de textes, d'artistes, de pratiques, d'exercices, moi, en atelier.
Donc, je pense que c'est comme des exemples un peu de comment concrètement la théorie peut vraiment, en tout cas moi, m'éclairer sur ma pratique, mais aussi sur mes expériences de vie. Je trouve ça vraiment intéressant parce que en t'invitant, c'est un pari risqué parce que quand on regarde ta pratique, elle est en apparence loin de la théorie dans le sens où tu fais pas des monuments de Deleuze. Là. C'est, euh, c'est le dialogue que tu entretiens avec la théorie n'est pas manifeste, n'est pas visible. Et donc, je me demandais en fait comment vraiment tu travaillais avec la théorie parce que aussi, même si la théorie n'est pas centrale, la question du langage, la parole, elle, l'est vraiment. Tu travailles beaucoup la conversation, la rencontre, le dit, le non-dit, l'indicible. Donc, tu travailles aussi même le support du livre. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui sont un peu indirectement liés à la question de la théorie, mais de l'autre côté, elle est un peu absente, et là, absente, pardon. Mais là, en t'entendant, je me dis, en fait, finalement, peut-être, et c'est plus ou moins une question, mais un commentaire auquel peut-être, si tu es à l'aise, je t'inviterai à commenter ou en tout cas à réagir, à répondre. Est-ce que finalement, en t'entendant parler de tes lectures théoriques, puis ton expérience de lecture, est-ce que finalement ces auteurs-là, puis ces lectures-là, c'est pas justement une relation de bavardage que tu entretiens avec eux et elles? Est-ce que finalement c'est ça, tu détrônes un peu la théorie comme étant une parole de vérité, une parole générale, une parole Mmh. surplombante, puis à la place, tu descends cette théorie-là pour finalement entrer en relation, de dialogue de façon un peu informelle avec les idées que tu peux trouver dans ces lectures-là. Est-ce que ça Ouais. serait juste? Est-ce que ça Mmh. caractériserait un peu le processus? Ben, j'ai envie de dire oui, beaucoup, parce que, tu sais, comme moi, des fois, j'utilise une genre de métaphore là, pour parler de mon travail là, par rapport à l'indicible, puis comment je traite le langage. Là. Souvent, j'utilise l'image de, tu sais, quand on pose une pierre, une grosse pierre lourde sur une rivière, là, puis que ça bloque. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se dit. Puis que c'est comme dans les petits sillons autour, l'eau continue de couler, il y a des petits sillons, puis c'est ça qui m'intéresse, tu sais. J'ai l'impression que quand je fais de la lecture, c'est un petit peu ça qui se passe aussi, dans le sens où même s'il y a des lectures que je considère que presque, ils me sont presque inaccessibles. Là. Tu sais, j'ai des choses, puis je suis comme, oh, est-ce que j'ai la capacité intellectuelle pour comprendre ça? Tu sais? Il y a beaucoup de termes que je ne comprends pas. Mais il va y avoir certaines phrases, certains mots, certains paragraphes qui vont me rester, qui vont s'imprégner très, très fortement. Tu sais? Puis ça, je vais y retourner, je vais laisser les livres, tous mes livres sont à l'atelier. Ils sont toujours sur ma table où je travaille. Puis c'est comme si, tu sais, puis des fois, c'est comme si ça surgissait de nulle part aussi, certaines théories, là. Tu sais, des fois, je lis des choses qui ne sont pas de la théorie de l'art, ou qui sont pas, puis je vais m'accrocher à quelque chose qui va résonner, puis que je vais utiliser dans mes réflexions. Puis, mais oui, ouais, vraiment. Mm. Et par rapport, si on revient un peu à l'université, est-ce que c'est une exigence du programme d'inciter les artistes à entrer en relation avec ces ouvrages-là universitaires, de philosophie, de sciences sociales? Est-ce que tu as senti une pression d'aller dans cette direction-là? Euh, Est-ce que tu t'es senti dirigé par et vers la théorie par l'institution à laquelle tu étais rattaché dans ton parcours? Ben, en toute honnêteté, je ne sais pas si j'ai senti une pression, mais j'ai senti une certaine valorisation du fait que j'étais quelqu'un qui lit beaucoup. Tu sais. Ça, c'est sûr, versus d'autres collègues tu sais, j'ai beaucoup de collègues où je sentais que quand on parlait de texte ou de théorie, ou quand on leur demande d'expliquer la part théorique à leur travail, il y a une espèce de sentiment d'imposteur. Tu sais. Moi, je l'ai encore, ce sentiment-là, ça c'est sûr, là, juste d'être avec vous. Là. Mais un embarras, une confusion aussi. Tu sais. Puis je pense qu'à l'université, moi, de ce que ma perception, c'est que les professeurs sont presque tous artistes, en tout cas en création. Donc,
c'est d'expérience. C'est comme s'ils savent que ça va nous aider. Ils sont excités quand ils nous proposent des lectures parce que comme, est-ce que tu as lu ça? Je pense que. Puis des fois, c'est pas du tout. Moi, il y a plein de lectures qu'on m'a recommandées de ma directrice ou de professeurs qui n'étaient pas du tout. Et pourtant, d'autres qui ont. Donc, c'est comme si les professeurs ont vécu ce qu'on a vécu, ont vécu des années de pratique, puis connaissent à quel point, je pense, la théorie peut faire évoluer le travail, faire avancer le travail. Par Excuse-moi, Marie, voulait-tu Vas-y, ajouter vas-y. quelque chose? Non, Oui. vas-y. Par curiosité, est-ce que tu as un souvenir, parce que, tu sais, évidemment, on parle beaucoup de tes recherches, des lectures qui te sont recommandées, de celles que tu fais par toi-même dans le cadre de ta maîtrise, mais si on monte dans le temps, dans le cadre d'un bac, on est quand même initié à la lecture théorique. Je me demandais si tu avais une idée ou si tu avais un souvenir de comment était, mettons, ton premier contact avec la théorie, puis quel souvenir tu gardes de la jeune praticienne que tu étais à l'époque dans sa relation à ce type de corpus d'idées-là, puis en lien avec ce dont tu nous parles aujourd'hui depuis quelques minutes maintenant? Ouais, ouais. Mais j'ai un souvenir qui est de popper, là, mais j'ai plusieurs choses, en fait. Mais quand j'étais étudiante, en fait, en art, au début du bac, je ne sais pas si je suis bonne dans ma ligne du temps, mais approximativement, j'avais ma sœur qui étudiait en cinéma aussi en même temps. Tu sais. Puis j'allais dans ses cours à ma sœur qui était à l'Université de Montréal, qui était beaucoup plus théorique et beaucoup plus histoire de l'art. Et je trouvais ça vraiment excitant parce que j'avais pas de compte à rendre, j'avais pas la pression de devoir apprendre les choses, mais c'est dans ces moments-là, entre autres, que j'ai des souvenirs. Puis aussi, je pense qu'à cette époque-là, il y a certaines théories qui venaient des œuvres elles-mêmes, tu sais. Tu sais, il y a des œuvres qui sont des méta-œuvres, là, tu sais, des œuvres qui parlent d'elles-mêmes, de leur processus. Puis ça, il y a des travaux que j'ai vus qui, moi, me servaient de théorie, beaucoup plus dans ce temps-là, beaucoup plus que les mots ou que les textes, tu sais. Mais en même temps, il y a un côté de moi pas qui regrette, là, mais vu que ça fait à peu près 3 ans que j'ai vraiment plus la tête, ben, depuis surtout la maîtrise, dans la recherche, je me dis, tout ce que j'ai perdu du temps. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps à pas lire des choses, en fait, que moi, qui m'intéressaient par rapport à ma pratique, tu sais. De pas me faire assez confiance pour chercher des textes qui m'intéressaient moi au sujet de ma pratique, tu sais. Parce que oui, tu sais, au bac, un petit peu, bon, les professeurs, il y a des intérêts. Tu sais, bac en art, c'était beaucoup par thématique, là, des cours thématiques, puis... mais je pense que je lisais, mais vraiment pas pour moi. Tu sais. Je lisais pour le professeur, je lisais pour faire les travaux. Puis si c'était à refaire, je lirais plus pour moi. Ouais. Je disais tantôt que c'est un pari risqué parce que j'avais l'impression que tu allais peut-être nous parler de ta pratique artistique comme étant presque dos à dos avec la théorie. Je me dis, peut-être que finalement, Marie, ça ne l'intéresse pas trop, la théorie. Je pensais ça parce que en m'intéressant à ton travail, je me disais, et ça fait un peu le lien avec ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que ton travail est sa propre théorie. Dans le sens où, par exemple, dans le vidéo qui a été produit par la galerie La Centrale, tu poses des questions qui, par exemple, qu'est-ce qu'une vie vécue pleinement? Et ton travail est une réponse à ça. Donc, j'ai super heureux d'apprendre que tu penses justement dans une relation de bavardage ou de discussion ou d'échange. Mais je, je me demande en fait, est-ce que tu as des réserves par rapport à la théorie? Dans le sens où, comme tu t'intéresses au non-dit, comme tu t'intéresses aux faillites du langage, comme j'ai l'impression que tu fais pas confiance au langage tout à fait, j'ai l'impression que là, quelque chose comme une opposition, parce qu'on pourrait dire de façon générale que la théorie et les théoriciens, eux, font plutôt confiance au langage, s'appuient vraiment beaucoup là-dessus, ne sont pas dans une démarche de doute et de problématisation du langage, comme c'est le cas dans ta pratique. Donc, est-ce que
Est-ce que tu as aussi quelques réserves par rapport à ça? Oui, donc, ben moi, c'est sûr que je pense que des fois, il y a une dualité dans entre la vision qu'on a de la théorie et peut-être la vision qu'on a du quotidien. Parce que moi, j'ai une pratique qui est vraiment dans le quotidien. Puis on pourrait penser que les petites choses à la maison ou au travail, ça fait pas être cohérent avec de la théorie, là. Ou, mais dans mon cas, je n'irais pas jusqu'à dire que mes œuvres sont justement des méta-œuvres ou des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. C'est sûr que oui, c'est quelque chose que j'aimerais accomplir, là, au sens où mon travail est beaucoup un travail, c'est ça, dans la recherche, puis qui se pose des questions à lui-même. Là. Donc ça, dans ce sens-là, oui. Mais, tu sais, c'est une question qui est difficile parce que, ben justement, je me refuse un peu à, 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 à la parole, tu sais, dans mon travail, là, sachant que je ne veux pas enlever justement la pierre de l'indicible, je ne veux pas régler l'indicible ou le résorber, je me complais un peu dans ça, dans être à côté de ça. Donc, ouais, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup, comme artiste, affirmer des éléments théoriques dans ma pratique, être affirmative. Je suis plus dans l'instinct, puis dans le... Donc, mais si je suis comme ça dans mon travail, puis je suis comme ça comme personne aussi. Là. Mm-hmm. Et tu mobilises dans les micro-récits, dans des objets aussi, puis dans des rencontres, leur valeur théorique, si je peux dire, dans le sens où ce que ces objets-là donnent à penser. Ça me fait beaucoup penser à Eve Kosofsky-Sedgwick, que je sais que on aime les deux. C'est un amour qu'on partage, qui parle d'une théorie du quotidien, d'une théorie faible, quelque chose qui, justement, est pas dans une démarche de dire ou de résoudre, d'embrasser ou de saisir un phénomène, mais qui est vraiment à l'intérieur de ce phénomène-là, puis qui essaie d'interagir avec lui. C'est dans ce sens-là que je fais une lecture de ta pratique. Mais parce que c'est un peu comme une espèce de retournement de pouvoir, là, dans le sens où on peut se sentir tellement impuissante justement, quand on est pris dans des questions du quotidien qui semblent loin de la théorie, puis de toujours être en situation de soit d'échec ou de pas avoir ce qu'il faut, ou tu sais, si on vient d'un milieu un peu moins intellectuel, ou quand donc, c'est de reprendre cette espèce de pouvoir-là, puis de s'approprier aussi c'est quoi la théorie. T'sais. Moi, il y a des choses que je considère comme la théorie qui ne sont pas des livres écrits par des universitaires. Là. Ça peut être des choses écrites dans les carnets de ma grand-mère qu'elle a laissé quand elle est décédée. Ça peut être un tirage de tarot qu'une amie va me faire. T'sais. Fait que la théorie, elle est... En tout cas, ouais. Est-ce que... je trouve ça intéressant pour ce que tu viens de dire. Ça résonne un peu étrangement, mais de manière stimulante, je crois, avec la prochaine question que j'ai envie de te poser. C'est la théorie, il y a une idée très canonique, disons, et un peu rigide dans l'imaginaire collectif de ce que c'est la théorie, puis la théorie à l'université. Et je me demandais, puisque par ton parcours, on peut dire que même encore aujourd'hui, en étant étudiante à la maîtrise, tu as toujours un pied, disons, dans le milieu professionnel et dans l'université. Quelle impression tu as quant à la façon dont cette idée de théorie et de convoquer la théorie, de s'appuyer sur la théorie, quelle vision le milieu professionnel a de cette idée-là, de ce type de pratique-là, de ce type de pratique de lecture, de pratique artistique liée à la théorie? Est-ce que tu as l'impression que le milieu, c'est quelque chose que que tes collègues du milieu professionnel vont s'y prêter de manière très enthousiaste, ou au contraire, on est un peu méfiant? Mais c'est sûr qu'en premier lieu, il y a vraiment des milieux, ça, il faut le dire, parce que, tu sais, moi, je suis impliquée dans des centres d'artistes depuis plusieurs années. Je travaille dans un musée aussi, qui est comme, tu sais, vraiment l'institution. Puis je travaille aussi en dehors, dans le sens où j'ai un pied aussi dans le communautaire un peu, tu sais, puis avec toute l'histoire de ma fille et tout ça. Donc,
selon les milieux, c'est sûr qu'il y a des exigences, ça varie. De plus en plus, je dirais, bon, tout ce qui est institutionnel, avoir accès à des bourses, des subventions, la crédibilité passe beaucoup par les concepts théoriques que tu es capable d'associer à ton travail, de nommer en fonction de ton travail. Mais on a comme, nous, les artistes, on est dans une position difficile, parce qu'on est des techniciens, on travaille physiquement là, avec les mains dans l'atelier. Puis il y a comme une dualité entre est-ce qu'un travailleur peut être un penseur? Est-ce qu'on a notre place? Est-ce qu'on est. Puis il y a des attentes aussi de bon, si je veux vivre de ma pratique, est-ce qu'il faudrait que je produise aussi un objet qui pourrait être vendu, qui pourrait avoir une valeur marchande, mais qui aussi pourrait susciter une émotion, peu importe le contexte, dans une galerie, chez la personne qui l'achète. Donc, tout en ayant une crédibilité parce qu'on arrive à avoir un apport théorique, ça, c'est comme jongler avec trop de balles, puis c'est impossible. On peut pas. C'est voué à l'échec, c'est comme impossible. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut comme choisir aussi quel milieu nous convient comme artiste, quel niveau, quelle est la place qu'on veut faire dans la théorie, dans notre pratique, puis dans notre milieu professionnel. Mais c'est sûr que si l'aspiration est de vivre grâce à tout ce qui est bourse, subvention, résidence d'artiste, ben, la théorie, elle est de plus en plus exigée. Là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression... Est-ce qu'il y a quelque chose comme... Est-ce que c'est une attitude que tu as croisée chez tes collègues dans différents milieux, ou peut-être dans un milieu en particulier, des gens, des artistes visuels qui ont une réelle méfiance, une réelle aversion de la théorie? Et comment toi, tu lis ce type d'attitude-là? Ou tu comprends ce type d'attitude-là, s'il y en a? Je l'ai vu un peu, mais je pense que je l'ai vu en dehors de l'université. Parce que je pense que déjà, le fait de s'inscrire à l'université, on ne peut pas avoir une totale aversion envers. Il y a un intérêt, puis on veut. Fait que je l'ai vu en dehors du musée, je l'ai vu en dehors des centres d'artistes, j'ai vu chez d'autres artistes où c'est aussi un manque de confiance aussi en soi, là, je pense, dans ses capacités. C'est de penser qu'on n'est pas assez intelligent ou de penser que je ne suis pas dans cette gang-là ou une espèce de... C'est pas de la méfiance, mais plutôt pas un abandon, mais de dire moi je n'y arriverai pas parce que je pense pas que j'ai la capacité pour. T'sais. Ça, je l'ai entendu souvent, puis pas que ça me fâche, là, mais je dis, mais c'est pas vrai, tu sais. Tu en lis des livres, puis tu as lu tel roman, puis ça t'a inspiré, ou tu as lu. Mais c'est juste que ces personnes-là, ils ont des préjugés sur ce qu'est la théorie, t'sais. Plutôt que d'avoir confiance en je lis des choses ou j'entends des choses qui valident certains instincts, qui valident certains. Ouais, c'est ce que j'aurais à dire. J'aurais peut-être une dernière question, à moins, Gabriel, que tu es... Non, vas-y. OK. Qui est une question un peu méta, c'est-à-dire, est-ce que ça t'embête quand des gens comme Gabriel et moi t'approchent pour te demander justement de mettre des mots sur ta pratique, convoquer des notions pour décrire ce que tu travailles dans d'autres médiums et avec d'autres langages? Est-ce que je pense entre autres au fameux texte de la démarche artistique des artistes visuels, des artistes scéniques, moins des littéraires et des écrivains, selon ma connaissance. Et donc, c'est un texte finalement de 300 mots où les artistes décrivent leur propre pratique, convoquent des notions. Toi, tu le fais, par exemple, dans ton site web en convoquant la notion d'indicibilité ou de l'indicible. Est-ce que cet exercice-là, c'est un exercice qui aide ta pratique? Est-ce que c'est l'occasion pour toi de préciser certaines choses ou est-ce que c'est quelque chose qui t'embête? Est-ce que tu le vis comme presque un mal nécessaire, une sorte d'outil marketing pour mettre dans les demandes de subvention? Quelle place est-ce que ça a? Puis quelle relation t'entretiens avec
Ouais. presque Mais obligation de ouais. théoriser sa propre pratique. Ouais. Mais déjà, dans ta question, il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais j'ai envie de dire Toutes ces réponses. toutes ces réponses, mais je connais pas beaucoup de camarades artistes pour qui c'est pas douloureux, là, l'écriture du texte de démarche. Parce que je parle pour moi, mais aussi pour plusieurs de mes collègues, on a l'impression que notre pratique est toujours en mouvement, que c'est un flux constant, qu'on est toujours en train de se réinventer, là, tu sais, nous, on a c'est faux, là, mais on pense ça, là. Puis on peut avoir parfois l'impression que de mettre des mots, ça fige, tu sais, ça cristallise. Puis ça fait peur, tu sais. Puis c'est cruel aussi, tu sais, mais des fois, je pense aussi à... Il n'y a pas juste les artistes là, pour qui c'est cruel de résumer toute une pratique, toute une vie, toute une carrière en 500 mots, là, tu sais. Y a quelque chose de moins réducteur puis tu sais, cruel que ça, là, tu sais, que ce soit pour un scientifique ou pour un auteur. Donc, oui. Puis oui, ça devient des fois comme une espèce de bouée de sauvetage, comme tu dis, une espèce de statement marketing qui nous permet de... OK, tu sais, je m'accroche à ces mots-là, ça va être mes mots, je vais les mâcher, là, puis je vais tellement les dire que ça va devenir vrai, là. Mais c'est pas juste que ça devient vrai, là, c'est qu'en se répétant, en trouvant, tu sais, quand on trouve, mettons, un texte de démarche qui nous convient, là, mais ça ne nous convient jamais. Tu sais, après un mois, déjà, on veut le changer, là, ça c'est sûr. On se le met en bouche, puis ça permet un peu de comme s'approprier notre théorie, tu sais, dans le fond. C'est comme si là, tout d'un coup, ça permet de dire, mais c'est plus les autres, là, moi, je parle de mon travail, je le décris en 500 mots, puis ça doit comprendre à la fois ce que je suis en train de faire, puis inclure ce que j'ai fait dans les 10, 15, 20 dernières années, tu sais. Mais c'est ça, amour-haine envers les textes de démarche, ça, c'est sûr. Mais c'est que c'est en même temps, c'est quand il est fait, puis qu'il est bien fait, puis que tu es satisfait, tu sais, tout est plus simple, là, tout est plus pratique, là. Ouais. Mais on se fait violence, là, ça, c'est ça. Merci beaucoup, Marie, Merci. pour la générosité de Merci. tes réponses, vraiment très appréciées. Des éléments, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Moi, le milieu des arts visuels, par mon parcours à moi, à la fois professionnel et universitaire, c'est un peu plus loin comme univers, mais les résonances sont là. C'est très intéressant de t'entendre parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, les questions de Benoît et moi. Je nous propose de mettre fin à l'enregistrement. Encore une fois, comme la semaine dernière avec Julie Michel, on imagine les applaudissements d'un public qui serait là si on était en présentiel. C'est pas ça qui se passe. On va juste mettre fin à l'enregistrement en faisant un petit au revoir. Merci, merci. Marie, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.